Comment devenir riche en 2025 avec l'agriculture? Sur cette vidéo, je vais partager avec toi comment tu peux devenir riche de façon pensée. Tu vois qu'ici sur la chaîne, à chaque fois, j'insiste sur le fait que la richesse doit être consciente. Peu importe le type de richesse que tu veux matérialiser, il faut que tu agisses de façon consciente. La richesse, ce n'est pas le loto, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le jambo, ce n'est pas de la chance. C'est quelque chose qu'on provoque de façon consciente. Donc ici, en 2025, ne va plus faire l'agriculture comme un bleu, ne va plus dire que donner ton argent à X ou à Y en espérant les miracles. Donc lorsque tu te lances, tu fais le choix d'aller entreprendre dans le domaine agricole, il faut que tu ailles dans ce domaine-là de façon pensée. Comprendre ici que tu viens résoudre un problème. Tu viens apporter une solution. Nous sommes tous là à dire que l'Afrique doit émerger. Nous sommes tous là à dire que l'Afrique a des terres arables. L'Afrique, c'est une terre qui est bénite. L'Afrique est arrosée en termes d'eau. L'Afrique a tout pour pouvoir nourrir sa population. Mais pourquoi est-ce qu'on parle toujours de crise alimentaire en Afrique? Pourquoi est-ce qu'on parle de crise d'insuffisance alimentaire? Pourquoi est-ce qu'on dit à chaque fois que nous ne sommes pas autosuffisants sur le plan alimentaire? C'est la question que tu te dois de te poser. C'est la question que tu dois te poser afin d'apporter la solution. Donc ça demande de la réflexion. Ça ne demande pas qu'on aille entreprendre vraiment n'importe comment sur le coup de l'émotion. Donc quand tu te poses la question, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas autosuffisants alimentaires alors que nous avons des sols? L'Afrique, c'est l'un des continents les plus vastes. Nous avons la faune, la fleur. Nous avons le climat qui va avec nous. Mais c'est quoi le problème en fait? Lorsque tu commences à te questionner dans ce sens-là, tu vois que tu vas commencer à aller chercher les éléments de réponse. Ce sont ces éléments de réponse que je voudrais ici partager avec toi. Si j'ai créé cette chaîne, c'est en fait de nous amener, c'est-à-dire qu'à nous questionner, à apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. De t'amener à te poser des bonnes questions. Devenir riche de façon consciente, de façon durable. De ne pas aller faire avec l'agriculture parce qu'on a dit que l'agriculture donne de l'argent. Parce que tu as entendu que non, la terre ne manque pas. La terre ne manque pas lorsque tu maîtrises la science. Lorsque tu sais que faire des bons gestes. Lorsque tu sais là où tu vas. Lorsque tu sais les résultats que tu vas obtenir. Mais si tu vas faire les choses à tâtons, ben là, la terre va te mentir. Donc moi, la question ici, est-ce que l'agriculture rend riche? Oui, l'agriculture rend riche. Mais comme j'ai coutume à te dire ici que la richesse, c'est d'abord la connaissance. Je vais te demander ici de chercher à apprendre, de te former, de t'intéresser dans le domaine agricole, d'aller vers l'agriculture vraiment de façon consciente. Si c'est le business que tu veux faire, va faire l'agriculture comme un réel business. Un business qui va te générer des devises. Parce que tu viens apporter la solution qui est l'insécurité alimentaire. Tu viens apporter la solution qui est la production sur le plan végétal. Parce que tu veux voir que ton pays ou le continent est émergent suffisant sur le plan alimentaire. Parce que c'est une aberration aujourd'hui de comprendre que plusieurs pays d'Afrique encore ne sont pas autosuffisants sur le plan des céréales. C'est aberrant qu'on dépende encore de la production, c'est-à-dire extérieure en termes de céréales. Alors que nous avons des superficies qui n'ont pas fini. Alors que nous avons des cultures qui sont plus rentables, 10 000 fois plus rentables que les céréales. Et quand je dis rentables, qui donnent un rendement 20 fois plus que les céréales. C'est pour ça que depuis 5 ans, sur cette chaîne, je vous amène à apprendre à désapprendre, à comprendre que l'agriculture, c'est un levier, c'est-à-dire que régalien. Aucun pays ne peut se prévaloir souverain s'il n'est pas autonome sur son plan alimentaire. Si tu ne peux pas te nourrir, comment tu peux prétendre être souverain? Donc, comment est-ce que nous, Africains, on peut penser aujourd'hui à aller faire de l'agriculture pour pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire? C'est ça, c'est-à-dire que
le fil conducteur de cette chaîne. Quand je dis ici qu'on se doit de valoriser et vulgariser nos produits du terroir, parce que si on veut être autosuffisant sur le plan alimentaire, on se doit de valoriser et vulgariser les produits du terroir. On se doit de produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons et impacter aussi les autres. Donc, et pour pouvoir être autonome, il faut donc savoir quel est le modèle. Et pour pouvoir devenir riche maintenant et avoir de l'argent, quel est le modèle qui puisse te rendre riche? Quel est le modèle? Donc, pour répondre à la question, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas autonomes sur le plan alimentaire? Tu vois, ça va te demander de te questionner. Est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, on peut aller produire de façon industrielle? Est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, on a suffisamment comme ça des moyens, des accompagnements? Est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, nos États nous accompagnent? Donc, c'est des questions que tu dois te poser. Moi, je vais te dire, énumérer quelques éléments qui vont t'amener aussi à réfléchir, à comprendre pourquoi tu as dit que l'Afrique aujourd'hui n'est pas autonome sur le plan alimentaire. Parce que si on veut être autonome sur le plan alimentaire, il faudrait que c'est les politiques qui prennent les choses en main. Les politiques doivent impulser la vision. Donc tu entends parler de crise alimentaire. Qu'est-ce qui peut entraîner la crise alimentaire? C'est parce que des fois nos politiques n'ont pas donné le cap. Ailleurs, quand je dis ailleurs, en Occident, ils ont fait avec la révolution agricole. Ils ont fait avec les plans Marshall. L'État a donné le cap. L'État a donné le cap en créant des écoles technologiques, en créant des écoles scientifiques, en impulsant la recherche sur le plan des semences, en apportant la technologie sur le plan du matériel, en accordant les facilités bancaires, en accompagnant sur le plan du financement. Ils ont faire, ici en Occident, faire des démembrements. Ils ont étudié l'ensemble des sols agricoles d'Europe. Et pour parler plus précisément, la France a fait son étude du sol. Donc lorsque tu vas aujourd'hui entreprendre dans le domaine agricole, tu ne vas pas à tâtons. Les semences, ils ont fait la recherche sur les semences. Mais nous, aujourd'hui, est-ce qu'on peut aussi aujourd'hui aller faire de l'agriculture industrielle? Est-ce que nous sommes outillés sur l'ensemble de ces plans? Donc nous, qu'est-ce qui nous bloque présentement? Je vais t'énumérer ça très rapidement. Ce qui nous bloque déjà, c'est parce que nous n'avons pas de politique axée sur le domaine agricole. Lorsque tu vas te lancer dans l'agriculture, qu'est-ce que ton gouvernement a mis en place? Nous, aujourd'hui, en Afrique, nos dirigeants politiques ne favorisent que l'agriculture des cultures de rente. Nos différents États en Afrique n'ont que mis l'accent sur la production agricole, sur les cultures de rente, le café, le cacao, le coton, l'EVA, et sur les produits miniers. Ce sont nos mines, bauxite, uranium, diamant, colbate, or, fer, pétrole, zinc, cuivre, etc., etc. Et sur le bois. Sur le bois. Quels sont les pays en Afrique où tu vois en train de valoriser les cultures vivrières? Donc si nous ne sommes que là à produire les cultures de rente, ça veut dire que nous ne sommes pas là à valoriser le vivrier. Et les cultures vivrières, c'est les cultures qu'on consomme. Donc tu vois que l'agriculture est délaissée sur ce plan-là. Pourquoi? Parce que tous ceux qui vont aller produire le vivrier ne seront pas accompagnés. Et lorsqu'on va aller produire le vivrier, la plupart du temps, on va aller faire que c'est de l'agriculture familiale en fait. Et cette agriculture familiale qui n'est pas accompagnée, qui n'est pas financée, et même sur le plan technique qu'on n'accompagne pas, et qui arrive tant bien que mal à nourrir la population. Donc, autre point aussi qui fait en sorte que nous ne serons pas autosuffisants sur le plan alimentaire, c'est les crises politiques. Tu vois, en Afrique, instabilité politique. Dans nos différents pays en Afrique,
et il n'y a pas de stabilité politique. Donc quand il n'y a pas de stabilité politique, et il n'y a pas une vision comme ça claire, il n'y a pas un dirigeant comme ça qui peut donner une vision sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Parce qu'il y a instabilité. Et l'instabilité est des fois due à quoi? Cette instabilité aussi est des fois due aux forces, des fois extérieures. Comme je dis, nous sommes dans un monde de rapport de force. Donc quand un dirigeant sait qu'il n'est pas, que sa place n'est pas garantie, qu'est-ce qu'il fait? On est dans le qui-vive. Il va délaisser, c'est-à-dire que les partis, parce que quand on veut aller entreprendre dans le domaine agricole, c'est une vision sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Donc quand il a pris son poste et qu'il sait qu'il est sur un siège éjectable, il fait quoi? On va au qui-vive. C'est pour ça que nous sommes plutôt là, dans la consommation, à importer, à aller plutôt, puisqu'il faut contenir l'ardeur, c'est-à-dire que de la population. Ventre affamé n'a point d'oreille. On va plutôt aller préférer importer le riz, importer le blé, importer le maïs, importer le soja, importer les arachides, importer le poisson, importer la viande pour pouvoir contenter la population. Parce qu'un dirigeant qui va se mettre en place, qui va vouloir avoir une vision, un cap sur 10 ans, vu que son siège, il est sur un siège éjectable, il n'a pas la stabilité, il n'a pas la paix. Il est obligé de faire au qui-vive. Donc, instabilité politique. Et l'instabilité politique va entraîner quoi? La crise économique. S'il y a crise économique, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'emploi. Comment est-ce qu'on va les produire? Tu vas les produire et qui c'est qui va consommer? Qui c'est qui va consommer? Si tu vas les produire massivement, tu vas les faire de l'agriculture industrielle massivement, qui c'est qui va consommer? Donc tu vois, c'est comme ça que tu vas commencer à penser. Donc il y a crise économique. Quand il y a crise économique, il y a autre chose aussi qui va venir nuire, c'est-à-dire que notre agriculture, qui fait en sorte qu'on ne produise pas massivement, la crise écologique. Crise écologique, pourquoi? Parce que nous sommes en ce moment en train de déforester massivement, c'est-à-dire que nos forêts, en faisant quoi? Puisqu'on fait, c'est-à-dire que dans la vente de bois, en vendant le bois, nos essences, on déforeste, on crée le désert, parce que nous sommes plutôt là aujourd'hui à produire, à vendre nos matières premières, le pétrole, le diamant, l'or. C'est des surfaces comme ça vastes, c'est des milliers et des milliers d'hectares. Et qui dit production, c'est-à-dire que l'exploitation, c'est-à-dire que des mines, dit pollution. Ça détruit l'environnement, ça détruit la faune, ça détruit nos cours d'eau. Et sur ces espaces, sur ces millions, c'est-à-dire que d'hectares exploités, c'est des surfaces sur lesquelles on ne pourra plus produire d'alimentation. Parce que c'est des espaces qui sont pollués par des produits chimiques de tout genre. C'est comme ça qu'on se retrouve petit à petit à ne plus s'autosuffire sur le plan alimentaire. C'est très important ce que je suis en train de te dire là. Parce que toi, tu peux aller entendre que non, la terre ne manque pas. La terre ne manque pas. Lorsqu'on va exploiter massivement l'uranium, on va exploiter massivement le pétrole, l'or, le diamant. Est-ce que tu sais que dans ces gisements-là, c'est énormément de pollution? Cette pollution qui va aller couler dans des cours d'eau. Comment est-ce qu'on pourra faire pour avoir des poissons de qualité? Ces gisements qui vont aller couler, c'est-à-dire qui vont aller inonder les plantations environnantes. Et c'est comme ça que ça va stériliser les sols, ça va tuer les sols. Ce que je te dis là, en 2025, il faudrait que tu apprennes. C'est pour ça que je dis, sois plutôt quelqu'un qui apprend. On devient d'abord riche de l'intérieur. C'est de la connaissance que je partage là. C'est de la connaissance. Tu vois que toi, tu veux gagner de l'argent avec l'agriculture, mais si tu n'as pas ces connaissances que je partage là, tu pourras être un pigeon. Tu vas aller entreprendre, tu vas aller investir dans le domaine agricole, tu ne comprendras pas pourquoi ça ne marche pas. Et depuis 5 ans, je partage de la pédagogie dans ce sens-là. Tu peux te dire que, mais pourquoi tu ne me parles d'écologie? Je te parle d'écologie en ce moment parce que nous sommes en plein dedans. La pollution, nous sommes dans la consommation. Toutes les matières, c'est-à-dire que les produits finis, les voitures, c'est-à-dire que polluées qu'on vient déposer chez nous. La consommation, c'est-à-dire que des produits finis qu'on vient déposer chez nous. L'Afrique aujourd'hui, c'est une déchetterie, c'est-à-dire qu'à ciel ouvert. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la pollution. Ça crée de la pollution. Tout ça, ça veut dire que ça va s'entasser dans nos sols et ça va, c'est-à-dire que stériliser nos sols. Et derrière, c'est-à-dire que cette pollution-là, tu entends parler des crises maintenant écologiques, des crises sur le climat. Crise sur le climat où, sur cette chaîne, depuis la création, je parle du climat. Tu ne peux pas aller faire l'agriculture si tu ne contrôles pas le climat. Tu ne peux pas aller faire l'agriculture si tu n'as
n'a pas une bonne gestion, c'est-à-dire que de l'eau. Mais tu vois aujourd'hui, avec la montée du mercure, qu'est-ce qui entraîne ça? Qu'est-ce qui entraîne la montée du mercure? C'est ce que j'ai expliqué là. Déforestation, on va déforester, on va c'est-à-dire que polluer, c'est-à-dire que voilà, polluer c'est-à-dire que l'environnement. C'est les constructions aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui aussi, l'Afrique c'est-à-dire que veut se moderniser, on va construire c'est-à-dire que voilà, de façon des fois anarchique, on va déforester, on va mettre du béton partout. Ça fait monter le mercure. Lorsque tu dis qu'il n'y a plus d'arbres, c'est le climat qui souffre, c'est le mercure qui monte. Et aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, on voit ce que ça donne. Inondation, c'est énormément d'eau qui viennent comme ça des fois asphyxier les plantations. C'est la sécheresse. Beaucoup qu'aujourd'hui sèment. Et il y a que 5 ans en arrière, je parlais du fait du climat. Mais aujourd'hui, c'est une réalité qui est en Afrique. Beaucoup de personnes qui vont s'aimer, que ce soit le maïs, le soja, vont faire des plantations, c'est-à-dire comme là, de monoculture, souffrent. Donc c'est pour cela que je vais te demander de garder ton mal en patience, parce que si tu veux devenir riche en 2025, le modèle agricole que tu dois de choisir, ce n'est pas la monoculture. Ce n'est pas la monoculture. Donc garde ton mal en patience, parce que tous ceux qui font dans les céréales, la tomate, la monoculture, marquez-moi dans les commentaires ce que vous êtes en train de vivre. Beaucoup sont en train de vivre un calvaire. Beaucoup sont allés mettre 1 hectare de tomates, 2 hectares de bananes plantaires, 3 hectares, c'est-à-dire que 5 hectares de maïs, 4 hectares, 5 hectares de soja, beaucoup de monoculture. Beaucoup sont en train de souffrir là maintenant parce que, faute de pluie, faute d'eau, les dégâts sont colossaux. Beaucoup ont investi des millions qui ont perdu. Donc c'est pour ça que la connaissance est importante. Donc tu vois que ça, il y a la crise sur le climat, il y a la crise économique, on appelle des crises économiques, la crise énergétique. Et toutes ces crises que je cite là, ça crée des dégâts, perte d'emploi. C'est des pertes d'emploi, c'est des entreprises qui ferment. Donc si tu vas aller faire là-dessus et que tu ne maîtrises pas ça, tu risques aussi de venir te remplir dans la... Tu risques de venir aussi être dans l'association des personnes qui mettent la main sur la tête. La crise énergétique. Quand on parle ici d'énergie, on parle du pétrole, on parle du gaz, on parle d'énergie, c'est-à-dire que thermique, le charbon, on parle ici du fouet, on parle même des engrais. Comment tu peux aller prétendre lui faire l'agriculture sans énergie? On parle d'électricité. Aujourd'hui, on nous demande d'aller produire de façon industrielle. Comment tu peux aller faire une industrie si tu n'es pas autonome sur le plan énergétique? Donc, tu vois, tout ça, ça se pense. Ça se pense, crise énergétique. Et cette crise énergétique est à la cause de beaucoup de fermeture d'entreprises, ici en Occident. Tu vois, ici en Occident, nous sommes en pleine crise économique, nous sommes en pleine récession. Qu'est-ce qui a entraîné ça? La crise entre l'Ukraine et la Russie. Quand la Russie a dit qu'il ne donne plus son énergie, le pétrole, le gaz, les engrais, l'économie européenne est aujourd'hui en berne à cause de ça. Donc tu dois comprendre maintenant comment choisir ton modèle agricole. Donc si tu ne sais pas que tel modèle industriel sur la monoculture mécanisée est dépendant de l'énergie fossile et que toi tu vas t'engager là-dedans, tu es mort dans le film. Donc tu vois que il y a l'instabilité, il y a crise aussi institutionnelle. Nos États, c'est-à-dire que ne sont pas des États, c'est-à-dire que des nations fortes. Tu vois que lorsque tu n'as pas, sur le plan institutionnel, vraiment, c'est-à-dire de la force, quand je dis ici la force, nos États ne peuvent pas décider par elles-mêmes ou par eux-mêmes. Tu vois qu'on dépend encore, c'est-à-dire que de la décision venue, c'est-à-dire que les grandes institutions comme l'ONU, comme la Banque mondiale, le FMI, on dépend encore c'est-à-dire que de nos partenaires. Nous n'avons pas une force de frappe au niveau de l'ONU. Donc ça veut dire que c'est quelque part, on ne pèse pas. Donc quand sur le plan institutionnel aussi, on vacille, ben, notre agriculture ne peut pas pouvoir peser lourd. Parce que
Les autres vont produire, ils vont venir chercher le marché. Comme ils ont la force de frappe, comme ils ont le rapport de force, ils vont, c'est-à-dire que nous pousser à consommer, c'est-à-dire que le surplus de ce qu'ils produisent. Donc tu vois, la crise sociale, quand il y a crise économique, crise financière, crise écologique, crise, ça entraîne quoi? Ça entraîne la crise sociale. C'est pour ça que dans nos différents pays, tu verras que sur le plan social, nous ne sommes pas... vraiment, voilà, nous sommes délaissés. Tu vas entendre parler qu'on manque d'eau, on manque de lumière, on manque d'électricité, on manque de bonnes routes, on n'a pas de financement, on n'a pas... Donc maintenant, comment toi, en tant que visionnaire, toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux penser dans tout ça? C'est comme ça que moi j'ai pensé avant d'aller faire l'agriculture. J'ai dit, je ne vais pas aller faire comme nos grands-parents ont fait. Nos grands-parents ont fait parce que, justement, on les a poussés vers ce modèle-là, d'aller uniquement faire la monoculture de café, de cacao, d'EVA, d'anacarde, de coton. Mais aujourd'hui, on se doit de penser autrement. Et puis, il faut comprendre que le monde évolue aujourd'hui. Ils sont allés faire ces monocultures sur lesquelles ils n'ont pas le contrôle. Ce n'est pas que ces cultures ne sont pas rentables, mais ces cultures sont rentables, mais rentables pour ceux qui ont apporté encore plus de plus-value. C'est pour ça que je parle ici de connaissances. Parce que ceux qui apportent la plus-value, ceux qui vont à la phase de transformation, apportent la plus-value et gagnent plus. Alors que nous ne sommes que dans la phase de production. Est-ce que ça veut dire que la production est mauvaise? Non, la production n'est pas mauvaise, mais c'est d'augmenter la plus-value. Parce que lorsqu'on augmente la plus-value, on passe à la phase de transformation, ça crée des emplois, ça crée des industries, ça remonte l'économie. J'ai parlé de crise économique, ça remonte l'économie du pays. Ça redonne le PIB par habitant, ou même le PIB par pays. On peut te dire aussi impacter les autres avec la production. C'est comme ça. Et ça donne une certaine stabilité technique-politique parce qu'un dirigeant qui est là, qui est dans la production, qui est là à créer, qui est là à créer des industries, à créer des emplois, ça apporte de la confiance, ça apporte de la consommation. Et ça donne la stabilité à ce dirigeant-là. Tu vois? Et il y a que le fait, parce que lorsqu'il y a instabilité, il faut comprendre que le danger que nous vivons en tant qu'agriculteurs, lorsqu'il y a instabilité politique, il y a des guerres civiles. Et lorsqu'il y a la guerre civile se passe où? Les guerres civiles se passent dans l'arrière-pays. C'est dans les villages. Beaucoup de paysans, beaucoup de villageois fuient les villages. Beaucoup de villageois ne vont plus au champ. Parce que des fois, ils sont menacés par ces personnes-là. Il y a énormément de pillage, de destruction des biens des producteurs. C'est une réalité que toi, consommateur, tu ne sais pas. Nous vivons ça. Nous vivons ça. Parce que quand il y a désordre, il y a guerre civile, où il y a instabilité, ben, qu'est-ce que les gars font? Les gens sont dans la forêt. Et c'est des pillages. Pour toi qui avais ton champ de maïs de 2 hectares, tu ne peux plus aller au champ parce que tu as peur. Pour toi qui avais ton champ de cacao de 10 hectares, tu ne peux plus aller au champ parce que tu as peur. Pour toi qui avais ta plantation de palmiers, tu ne peux pas parce que tu as peur. Pour toi qui avais ton champ de macabo, tu ne peux pas parce que tu as peur. Il y a de l'insécurité. Et c'est comme ça que, puisque on ne peut plus aller au champ, il y a diminution de la production. Diminution de la production. Donc pour pallier à cela, le conseil que moi je vais donner ici, si tu veux devenir riche, tu vois, c'est l'ensemble des connaissances que tu dois avoir. Tu dois d'apprendre. Au lieu de chercher à avoir de l'argent, cherche plutôt à acquérir la connaissance, à acquérir la compétence. Il faut apprendre. Moi, j'ai pris 5 ans pour pouvoir partager avec toi, sur l'ensemble des contingences. J'ai partagé avec toi l'ensemble des cultures. J'ai partagé avec toi sur le domaine de l'élevage. Mais je viens te dire ici que si tu veux vraiment devenir riche en 2025, ne fais pas la monoculture. Va vers la diversification de cultures. C'est pour ça que tu m'entends ici te dire, je produis le poivre. Je suis dans la production de poivre. Je suis dans la production du palmier à huile. Je produis tel que l'ondiansan, qui est l'api, dont le nom scientifique est le Rhinodon eloti. Je produis le mpébé. C'est ça le mpébé. Le mpébé. Les rondelles, la cola acuminata et le bitacola. En plus des cultures vivrières. Tu vois, c'est une action que j'ai initiée il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, j'avais déjà vu les conséquences de
du fait que de notre insuffisance sur le plan alimentaire. J'avais aussi vu les conséquences économiques il y a plus de 10 ans. Et plus le temps passe, plus voilà, ça me conforte dans mon idée. Donc c'est pour te dire que n'attends plus le bon moment. N'attends pas que l'économie soit bonne. Tu vois ce que je viens de citer là, c'est des crises qui sont là. Et c'est des crises qui vont continuer à s'accentuer. La crise économique, ça va s'accentuer. L'inflation, ça va s'accentuer. La crise sur le climat, ça va s'accentuer parce que plus nous sommes en train de produire le climat, qu'est-ce qui fait créer cette crise-là? C'est l'effet de serre. J'ai parlé de ça. Nous sommes là à vouloir construire, c'est-à-dire que les logements, c'est-à-dire que de plus en plus modernes. Nous sommes en train de bétonner partout. On déforeste partout. On crée des industries, c'est-à-dire que voilà, de plus en plus, c'est-à-dire que voilà, polluantes. C'est les industries automobiles. C'est les industries, c'est-à-dire que voilà, aéronautiques. C'est la pollution. C'est l'agriculture. Comprendre aussi que l'agriculture pollue énormément. L'agriculture aujourd'hui industrielle pollue énormément. Parce que dans l'agriculture industrielle, c'est des grandes surfaces. Tu vois, ici, en Occident, ils sont sur 1000 hectares, 2000, 5000 hectares, 10 000, 20 000 hectares. C'est 20 000 hectares d'arbres qu'on vient abattre pour venir faire la monoculture de céréales. Quand tu viens faire la monoculture de céréales, le soleil vient taper, le soleil vient compacter les sols. C'est l'utilisation des engins lourds, la mécanisation. Ça pollue, ça crée les gaz à effet de serre. C'est l'utilisation d'eau. Dans l'agriculture industrielle, il faut énormément d'eau. Ça va polluer, ça va voilà, assécher les nappes phréatiques. C'est l'utilisation des produits chimiques qui vont polluer l'environnement, qui vont polluer les cours d'eau, qui vont aujourd'hui aussi tuer l'écosystème, détruire l'écosystème. Les insectes, les abeilles, les animaux, qui sont même aussi des dangers pour nous-mêmes consommateurs. C'est l'utilisation des pesticides. C'est énormément d'argent aussi parce que ça a un coût. Je vous ai dit ici que pour commencer, tel que dans l'industrie industrielle, ici en Occident, ce n'est pas moins d'1 million d'euros. C'est pareil aussi avec l'élevage. C'est le même système. Mais tu vois donc, quand tu as compris ce système-là, et que quand tu es allé produire comme ça massivement, le producteur n'a pas le contrôle sur le prix. C'est les grands groupes agro-industriels de la transformation et les grands groupes de la distribution qui décident des prix. Comment le producteur là-dedans s'en sort? C'est pour ça que tu vois, quand j'ai créé la chaîne TEB, il dit ici que les Occidentaux, les éleveurs, les agriculteurs occidentaux, les producteurs des céréales souffrent énormément. Toi-même, tu es en train de voir. Pour toi qui es ici en Occident, pour toi qui es de la diaspora, même pour vous qui êtes en Afrique, informez-vous, soyez curieux. Ne restez pas seulement dans les pages de Ndjapap ou de Congossa. Vous êtes en train de voir ce qui est en train de se passer. Les agriculteurs occidentaux qui se plaignent, les agriculteurs occidentaux qui grèvent, les agriculteurs occidentaux qui manifestent leur mécontentement, qui ne s'en sortent pas. Je vous ai dit que voilà, qui se suicident parce qu'ils ne s'en sortent pas. C'est ce que j'ai annoncé ici. Moi, j'ai cet avantage-là que je suis voilà, ici en Occident. Je côtoie, c'est-à-dire que ces milieux, les milieux agricoles. Donc, quand je prends le temps de distiller que la connaissance, c'est des informations comme ça qui vont t'empêcher d'aller t'appauvrir, d'aller dans un domaine que tu ne comprends pas. C'est d'ici que toi qui veux aller entreprendre dans le domaine agricole, cherche la connaissance d'abord. Cherche d'abord à apprendre. Ne dis pas que j'ai pris mon argent et je suis allé donner à un cousin qui savait faire le maïs. Non, j'ai pris mon argent, je suis allé donner à un organisme qui savait faire dans la tomate. Parce qu'on m'a dit que le rendement, c'est 200%. Non, en 2025, cherche d'abord à acquérir la compétence. Vous avez vu pourquoi que nous sommes une communauté, les Africains sont une communauté qu'on en a énormément. Nous sommes une communauté qu'on en a énormément parce qu'on cherche à avoir de l'argent. On cherche plutôt à avoir de l'argent. Or que à chaque fois ici, le slogan de la chaîne, c'est l'information, c'est la connaissance, et la connaissance, c'est de l'argent. Et pour acquérir la compétence, ça prend du temps. Prends le temps. Dans la même méthode là maintenant, aujourd'hui, d'aller faire son agriculture et gagner de l'argent, c'est la diversification ou l'association de cultures. J'ai déjà eu à partager là-dessus. Pour celui qui veut aller plus loin, je prendrai le temps de l'accompagner. Et ça sera payant. J'ai passé 5 ans à vous donner l'information de façon gratuite. De façon gratuite. Donc celui qui va parcourir la chaîne, il y a énormément de compétences.
Donc ça demande aussi de payer le prix de la connaissance, de payer le prix, c'est-à-dire que de la patience, de prendre le temps de regarder une vidéo comme ça qui dure même 30 minutes, 1 heure. Il y en a qui ont dépensé 20 millions, qui ont perdu 30 millions pour aller faire dans les céréales. Et qui aujourd'hui reviennent, ils m'appellent, mais Thierry, c'est dommage que c'est maintenant que je te connais. C'est dommage que c'est maintenant que je te découvre. Tout ce que tu dis est vrai. Je suis allé dépenser 20 millions sur les céréales. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique est dépendante sur les céréales? On va produire les céréales pour avoir demi-tonnes l'hectare. Alors qu'avec le manioc, on a minimum 35 tonnes. Certaines variétés nous amènent à plus de 50 tonnes. Avec l'igname, on a plus de 10 tonnes l'hectare. Avec les patates, on a plus de 20 tonnes l'hectare. Avec les pommes de terre, on a plus de 20 tonnes l'hectare. On peut te dire qu'aujourd'hui, s'autosuffire si on est stratège. Nous avons nos céréales qui sont là, le sorgho, le mil, le fenouil, qui sont adaptés à notre terroir, qui sont adaptés au climat. Mais vous voyez que nous sommes là, comme je vous ai dit, on est uniquement là dans l'urgence, puisqu'il y a instabilité politique. Et comme on dit, vente affamée n'a point d'oreille, les dirigeants politiques veulent assouvir le besoin de la population parce qu'il faut manger. On n'a pas le temps comme ça d'établir des plans sur le long terme. Parce que aller commencer à faire de la recherche sur les semences, oui, ça prend un certain temps. Ça demande de développer la science. Nos sciences, les semences. Il faut faire des semences qui produisent, déjà, je voudrais que nos produits du terroir produisent énormément. Mais s'il faut aller sur certains céréales, ça demande qu'on développe notre science, qu'on détienne la science à nous, et une science qui va avec le terroir. Ça demande que si c'est sur la mécanisation, même la petite mécanisation, qu'on développe les instituts technologiques, qu'on développe la recherche sur le plan de la mécanisation. Ça demande qu'on développe la recherche sur le plan industriel. Ça demande qu'on soit autonome sur le plan énergétique. Tu vois que c'est des chantiers. Ça demande d'être visionnaire. Ça demande d'avoir des gens qui voient sur le long terme. Mais maintenant, est-ce que nous sommes prêts et préparés à avoir des gens comme ça qui peuvent rester, avoir une vision qui aille sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? Et dans ce monde aujourd'hui de rapport de force, est-ce que les forces en place, les forces qui sont devant nous, sont prêts à nous voir aussi émerger? C'est un monde de rapport de force. Hein. C'est pour ça que vous allez voir des aberrations telles que des soulèvements. Vous allez voir qu'un groupe rebelle s'est levé là-bas, veut réclamer son autonomie. Parce qu'on est là à déstabiliser le pouvoir en place. Parce qu'il y a un marché qui est là. Nous sommes des consommateurs, nous sommes 1 milliard et poussière, nous sommes un marché. Il faut qu'on vienne nous vendre la consommation. Donc tu vois que lorsque tu vas aller entreprendre dans le domaine agricole, tu te dois de penser à tout ça. C'est un acte citoyen. Tu sais, tu ne viens pas uniquement parce que tu viens prendre de l'argent. Tu viens parce que, oui, derrière, c'est un business, mais il faudrait que c'est un business qui soit éthique. C'est un business qui dégage de la valeur. C'est un business qui soit durable. C'est un business que tu puisses léguer aux enfants de tes enfants. Aux enfants de tes enfants. C'est comme ça qu'on bâtit la richesse. Et une richesse qui dure dans le temps, ça demande de prendre le temps, de te former. Ça demande de prendre le temps d'acquérir plusieurs compétences. Tu vois qu'en 30 minutes, je viens de te parler de plusieurs compétences qui ne sont pas uniquement cantonnées dans l'agronomie. Tu vois, ça te demande de connaître ton sol. Comment tu peux aller entreprendre juste sans maîtriser ton sol? Donc tu vois aujourd'hui que lorsqu'on vient te vendre un programme d'agriculture industrielle intensive sur la monoculture et mécanisée, tu vois, tout doit vers le mieux avec tous ces changements climatiques. Qu'est-ce qui entraîne le changement climatique? C'est justement ce que je t'ai expliqué. Déforestation, utilisation d'engins lourds qui viennent compacter le sol, retournement des sols, ça vient casser les agrégats. Lorsqu'il pleut, perte de matière organique due au ruissellement, perte de matière organique due au vent, parce qu'il y a des pertes de matière organique dues au vent, donc de façon éolienne. C'est ça qui crée donc la mort de nos sols.
Ça fait que lorsque tu viens semer ton maïs, il n'y a plus, c'est-à-dire que voilà, le maïs ne donne pas. Et comme nous ne sommes pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, nous n'avons pas la gestion de nos eaux, bien que nous soyons bien entourés des cours d'eau. Parce qu'aller mettre un système d'irrigation, c'est coûteux. C'est une technologie que nous n'avons pas. Si on te demande d'aller irriguer 10 hectares, ou 30 hectares, ou 40 hectares de maïs, est-ce que tu pourras? Tu vas donc irriguer les 40 hectares de maïs, tu vendras ce maïs à combien? Ce n'est pas toi qui as le prix. Je dis ici maïs, je peux dire soja, je peux dire blé, je peux dire houblon. Ce n'est pas toi qui as le contrôle sur le prix. Donc tu vois que ça coûte les yeux de la tête, sans compter la mécanisation. Et si on te parle d'aller produire sur 50 hectares de maïs, 50 hectares même, tu n'es pas rentable. Mais le coût de l'engrais, un sac d'engrais, ça coûte combien? Ce n'est pas nous qui produisons l'engrais. Et le danger de ça, c'est quoi? C'est que tu peux avoir de l'argent. Pour une première campagne, tu mets de l'engrais. Et pour l'autre campagne, que si tu ne mets pas l'engrais, c'est un danger. Parce que l'engrais aussi vient détruire nos sols. Parce que lorsque tu mets de l'engrais, tu boostes la plante, les bactéries qui vont manger cet engrais-là et restituer cet engrais à la plante. Mais lorsque tu ne mets plus l'engrais, qu'est-ce que tu crées? Les bactéries vont chercher donc la nourriture, il n'y aura pas l'engrais, les bactéries vont manger, donc bouffer ton humus. Et lorsque ça va bouffer l'humus, il n'y aura que le sable qui va rester. Et est-ce que tu peux s'aimer sur le sable? Le sable est acide. Tu n'as pas un système d'irrigation, tu n'as pas d'eau. Et tu peux même mettre de l'engrais. Sans eau, c'est des pertes de sous. C'est pour ça qu'on a des personnes qui vont investir sur 10 hectares de maïs, dépensent plus de 30 millions et ne rentrent pas dans leurs frais. Parce que ce n'est pas pensé. Mais alors qu'avec la diversification de cultures, lorsque tu fais le maïs, à côté tu fais tes arbres fruitiers, à côté tu fais tu mets tes cultures vivrières. Non. Même s'il y a changement climatique, tu ne pourras pas perdre partout. Et qu'avec cette technique-là, tu peux commencer sur des petites surfaces. Je t'ai donné la technique. Comment produire sur 2 hectares et générer plus de 200 000 euros en associant les cultures. En associant les cultures et l'élevage. Tu amendes avec la digestion de tes animaux. Et tout ça, c'est technique, quoi. C'est technique. Ça demande de la connaissance. Ça demande de la connaissance et de la patience. Ça demande de la connaissance et de la patience. Donc, tu vois, dans chaque culture, il faudrait que tu aies la connaissance dessus. Si tu vas aller faire le poivre, il faut savoir avec quelle culture associer le poivre. Le poivre, c'est une culture d'association. Le poivre, c'est une culture d'association. Le palmier à huile, lorsque tu commences le palmier à huile, les 3 premières années, tu associes. Ça fait qu'au bout de 3 ans, les cultures vivrières que tu auras intégrées vont amortir ton coût de production. Et dès que ça entre en production, c'est bingo. Et une culture comme le poivrier, c'est sur 80 ans. Une fois ça entre en production, c'est sur 80-100 ans. Le palmier, c'est sur 70 ans. Le Njiansang, le Bitakola, la Kula Kuminata, c'est sur plus de 200 ans. C'est comme ça qu'on pense. Dis-moi comment moi je pourrais finir pauvre en ayant produit tel que le poivre, le Njiansang, le Bitakola, la Kula Kuminata, le palmier à huile. Tu sais qu'un kilo de poivre, c'est 20 000 francs. 1 hectare, c'est 130 millions. J'ai le palmier à huile avec une usine. Et on sait les produits dérivés que le palmier à huile peut produire. L'huile de palme, l'huile de palmiste, des toutous. Un sac de Bitakola, c'est 400 000 francs. Voire 500 000. Un sac de Njiansang, c'est dans les 350 000. Dis-moi comment une personne comme ça peut devenir pauvre. Mais pour tout cela, ça demande de la patience. Ça demande de viser sur le long terme. Ça demande d'être persévérant. Il y aura des challenges. Mais lorsque tu sais là où tu vas arriver, tu prends le temps en fait. Mes propos ici, c'est ne va plus entreprendre en 2025 comme tu l'as fait en 2024, comme tu l'as fait en 2023. Ne va pas uniquement avec l'optique de je viens courir après l'argent. Viens avec l'optique je viens apporter de la valeur. Viens avec l'optique je viens m'enrichir de façon consciente, de façon durable. C'est comme ça qu'on fait pour gagner de l'argent. Et c'est comme ça qu'on pourra faire pour pouvoir s'autosuffire sur le plan alimentaire. C'est comme ça qu'on pourra faire pour chasser la pauvreté dans nos familles, chasser la pauvreté même dans notre pays. C'est comme ça qu'on pourra faire pour pouvoir avoir l'autosuffisance alimentaire, avoir l'autosuffisance
même économique, en créant de la valeur, en créant de la richesse. C'est comme ça qu'on pourra avoir même une stabilité politique, parce qu'il y aura de la confiance. C'est comme ça qu'on pourra faire en produisant en faisant de l'association de culture, en faisant de l'agroforesterie, l'agroécologie, en faisant la conservation de nos sols. C'est comme ça qu'on pourra réduire l'effet des serres. C'est comme ça qu'on pourra aussi respecter notre environnement, respecter l'écosystème, respecter aujourd'hui et réduire l'effet des serres. Dis-moi, c'est quoi la température dans ton pays? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi quand tu es à Douala, tu dis il fait tellement chaud à Douala, il fait tellement chaud au Cameroun? Qu'est-ce qui est dû à cela? Est-ce qu'il y a 30 ans, moi il y a plus de 30 ans, on n'avait pas ça? Le climat était doux. Au village, c'était doux. Mais aujourd'hui, on dirait on est dans l'enfer. Il fait tellement chaud. Si nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on a du mal à supporter la chaleur, combien de fois pour les végétaux, combien de fois pour les plantes? Et si nous ne sommes pas là à apporter des conditions telles qu'idoines, comment est-ce qu'on peut prétendre produire abondamment? Comment est-ce qu'on pourra prétendre s'autosuffire sur le plan alimentaire? Comment est-ce qu'on pourra prétendre devenir riche ou gagner de l'argent? Donc tu vois, c'est un ensemble. Et cette fois-ci, pensez donc à la phase de transformation. Et quand on dit phase de transformation, avoir le pouvoir, c'est-à-dire énergétique. Mais lorsque tu es sur les petites surfaces, 10, 20, 30 hectares, on peut t'aider qu'à commencer déjà de façon, oui, artisanale, parce que c'est une autre stratégie aussi. Lorsque tu produis comme ça, tu as ton verger, c'est-à-dire quoi? Ton verger associé avec des cultures vivrières. Tu as ton champ de poivrier associé ou diversifié. Les cultures qui sortent de là, tu te rassures que tu as le contrôle sur la transformation. Ça va te demander de te former. Oui, cherche la connaissance, forme-toi. Tu packages bien. Tu communiques bien dessus. Aujourd'hui, avec les consommateurs qui sont aguerris, on sait que ce que nous consommons, c'est notre médicament. On sait que ce que nous consommons, c'est ça aussi qui nous rend malades. Donc tu communiques bien là-dessus. Tu packages bien. Tu me colles un prix dessus. Tu vois? Quand tu produis une culture comme ça, noble, une épice noble, le poivre, c'est la première épice la plus consommée au monde. Tu packages ça bien. Tu communiques. Nous avons cet avantage-là que le poivre de Penja, c'est-à-dire qu'il est labellisé. C'est quoi un label si on te demande? C'est quoi un label? Quand tu es un producteur de poivre, quand tu es un agriculteur, tu dois savoir faire la différence. C'est quoi un label? Si on t'explique, mais quand on dit IGP, c'est quoi un label? Un label, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec une marque. Non, quand on dit label, ce n'est pas une marque. Le label, c'est-à-dire que c'est une indication, c'est-à-dire que propre à un terroir. Le terroir, c'est-à-dire que c'est une zone géographique bien délimitée. Donc, le poivre de Penja a ce label indication géographique protégée. Le label, ce n'est pas une marque. Donc, tu vois que toi, tu peux être en train de produire ton poivre. Tu te dis que non, le label, on a derrière la marque. Non, ce n'est pas une marque. C'est une indication géographique qui spécifie une zone géographique bien précise. Parce que cette zone géographique profère, c'est-à-dire qu'à la culture, ici, à l'occurrence, le poivre de Penja, des qualités organoleptiques hors du commun. Parce que, c'est dû à l'expérience des hommes et des femmes qui produisent cette épice-là. C'est dû aussi à notre sol. Donc tu as dans ce gage-là, ce label-là. Et ce label, c'est-à-dire qu'il est référencé, a une référence mondiale. Parce que quand on dit IGP, que tu sois, c'est-à-dire qu'en Europe, que tu sois aux Amériques, que tu sois en Asie, c'est reconnu. On sait c'est quoi IGP. Maintenant, tu as ta marque. Ta marque, c'est ton nom que tu donnes. C'est le nom que tu donnes. Donc, c'est ton nom que tu donnes. Maintenant, tu dois aussi vendre ta marque, vendre ton image, en plus du label. Tu vois, ça demande du travail. Tu vois, à chaque fois où tu veux maintenant créer une marque, c'est de la plus-value que tu apportes. Et tu dois, c'est-à-dire que intégrer ça sur ton prix de vente. Mais c'est de ça qu'il s'agit, les amis. Ce n'est pas, non, mais j'ai produit, donc je vais vendre à qui? J'ai produit, qui c'est qui va acheter? Non, il y a un travail. Tu vois, ce travail que je fais depuis 5 ans. Il y a un travail à faire. Il y a des sacrifices à donner. Mais derrière ça, tu vas coller ça à ton prix. Ça, ce qui fait en sorte que ce soit aussi cher, c'est la rareté. C'est la rareté. Nous ne sommes que 600 à produire le poivre au Cameroun. 600 sur une population de
plus de 30 millions. 600. En Afrique, très peu. Dans le monde, alors, c'est rare. Donc, tu vois, la rareté, pourquoi tu as dit que nous ne sommes que 600? Parce qu'il y a une contrainte. Ben oui, il faut le dire. Il y a une contrainte. Cette culture-là, ça demande que tu sois patient, ça demande que tu aies la connaissance. Ce n'est pas comme toutes les autres cultures. Il y a une expertise à avoir, il y a une compétence à avoir. Et ça demande d'être patient. Ça demande aussi, bien sûr, que tu injectes les sous. On gagne parce qu'on investit. On gagne parce qu'on prend les risques. Oui, il y a des risques. Mais c'est pour cela que je me permets de venir partager avec vous. Je suis celui-là qui est venu démocratiser cette culture-là sur Internet. Tu consommes le poivre, mais tu ne sais pas comment c'est cultivé. On a des seigneurs de la terre, il y a une caste comme ça de 600 personnes qui s'enrichissent dessus. Mais, qui ne divulguent pas. Mais moi, je viens dire, si on veut gagner de l'argent, si on veut devenir riche, si on veut impacter, on se doit d'aller chercher les challenges. J'ai partagé avec toi comment produire l'ensemble des cultures vivrières, l'ensemble des cultures du rang. Mais je te dis maintenant, pour 2025, monte d'un cran. Pour 2025, challenge-toi. Pour 2025, comprends qu'il y a de la croissance. On grandit quand on va chercher la difficulté. Va me chercher la culture du poivrier. Est-ce que c'est facile? Non, je dis pas, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est parce que ce n'est pas facile que ça gagne. Mais moi, je viens t'accompagner, je viens t'apporter cette facilité-là. Lorsque moi, je me lançais, je ne connaissais rien dans la culture. J'étais déjà perdu plus de 10 millions par rapport à tous les contingences que je viens t'expliquer. Mais toi, l'avantage que tu as aujourd'hui, c'est que je viens partager avec toi sur un plateau en or toutes les difficultés, tous les challenges que j'ai pu traverser. L'avantage que tu as aujourd'hui, c'est que tu ne pourras plus avoir les mêmes difficultés que j'ai eues. Tu imagines un peu le gain? Le gain en temps, plus de 10 ans. Tu imagines un peu le gain en argent que tu as, que tu vas gagner? Moi, j'ai des personnes qui se sont lancées il y a plus de 7 ans, plus de 10 ans, dans la culture du poivrier, qui ont échoué. Mais parce que j'ai créé cette chaîne-là, parce que j'ai partagé, je suis en train de partager ces astuces-là, sont revenus vers moi en me remerciant. Thierry, merci. Tu ne sais pas le bien fou que tu nous fais. Ça fait 10 ans que je me suis lancé dans la culture du poivrier. Ça fait 7 ans que je me suis lancé dans la culture du poivrier. Ça fait 6 ans que je me suis lancé dans la culture du poivrier. Je me suis cassé la gueule. Mais au travers de tes enseignements, tu m'as ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Je suis en train de me relancer. Ils sont de la diaspora. Ils sont en Afrique. Vous connaissez, c'est-à-dire que j'ai le partenaire que j'ai pris depuis le Bénin, que je suis tout en contexte depuis 3 ans. Il a une plantation de poivrière qui produit. Au travers de mes partages, plusieurs ont pris la formation, qui sont en train de se lancer. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Il faut comprendre que plus c'est dur, celle Dieu avance. Si cette culture est hautement rentable et qu'il y a très peu de personnes qui gagnent l'argent dedans, c'est les personnes qui ont pris le prix, qui ont accepté le sacrifice, qui ont accepté de tomber et de se relever afin de pouvoir apporter cette valeur. Ce n'est pas pour rien qu'on te dit que le poivre a la même valeur que l'or. Ce n'est pas pour rien que cette épice a une bourse en Inde. Ce n'est pas pour rien que cette épice était la chasse gardée, c'est-à-dire que des nobles, des rois. Ce n'est pas pour rien que cette culture est la 3e culture la plus rentable au monde. La 3e culture la plus rentable. Alors je te pose la question. Es-tu prêt à relever ce défi? Es-tu prêt ou prête à rentrer dans l'histoire? Es-tu prêt ou prête à laisser une trace, un impact dans ton village, dans ton pays? À laisser un nom, à laisser une marque pour l'humanité? Es-tu prêt ou prête à relever ce challenge-là? Non, à un moment donné de la vie, nous ne sommes pas venus sur Terre pour accompagner les gens. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour faire de la figuration. C'est ça, donner un sens à sa vie. Moi, si je me suis lancé dans cette culture-là, le poivre, le bitacola, le djansa, c'est parce que je savais déjà produire toutes les autres cultures. Je savais déjà faire le manioc, le macabo, le tarou,